Aujourd'hui, commençons par regarder deux images de la semaine dernière. Des images apparemment sans rapport. L'une enregistre la réalité, l'autre est une pure manipulation. Quand vous comprendrez le lien entre ces images, cela vous éclairera sur beaucoup de choses qui se passent. Ces images donnent l'explication la plus claire de ce qui se passe dans le monde en ce moment, comment on vous ment et ce qui se trame réellement en coulisses. L'un d'eux est plus qu'un sommet ordinaire. Cela vous montre le monde tel qu'il est et ce qu'est réellement l'affrontement. L'autre n'est pas juste une autre fausse image générée par l'IA. C'est une autre tentative de présenter le monde comme ils veulent que vous le perceviez. Au cours des prochaines minutes, je vais vous montrer exactement comment ils sont liés. Les deux images révèlent toute la structure de l'époque que nous traversons. Le président Trump, debout aux côtés du dirigeant chinois, les véritables centres du pouvoir mondial, de la stratégie et du conflit. C'est aussi Trump rencontrant le dirigeant chinois après avoir indiqué, au cours de l'année écoulée, que les États-Unis prennent enfin les choses en main et s'attaquent à la guerre qui leur est menée depuis le début de ce siècle. L'autre image fait partie de la tactique de diversion que la Chine et les membres de son axe mènent depuis des années, destinée à détourner notre attention vers autre chose. La manière dont on vous manipule pour vous faire croire que c'est cela le véritable problème. Regardons maintenant de plus près la fausse image générée par l'IA. Ce que nous voyons ici, c'est un enfant aux membres en forme de bretzel sur une image qui circule en ligne comme preuve des atrocités israéliennes. Même le gâteau sur cette image paraît avoir été fait dans la vallée de l'étrange. L'ensemble de l'image est la concrétisation de la théorie de la vallée de l'étrange. Donc si Gaza avait vraiment les chiffres qu'ils avancent, si la tragédie était aussi vaste qu'ils l'affirment, pourquoi quelqu'un aurait-il besoin d'inventer un enfant? C'est tellement absurde que ce serait drôle si cela ne faisait pas partie d'un schéma beaucoup plus sombre. Cet enfant aux membres en forme de bretzel généré par l'IA n'est pas un accident. C'est un élément d'une campagne plus large. Une campagne de mensonges conçue pour déclencher l'indignation, court-circuiter la réflexion et manipuler le spectateur afin de lui faire croire à un récit qu'ils sont en train de construire. La fausse image n'est pas seulement un mensonge sur Israël. Cela fait partie du même mécanisme qui nous détourne de la véritable lutte. Cela nous garde concentrés sur un théâtre émotionnel, alors que le vrai jeu géopolitique se passe ailleurs. Plus important encore, cela fait partie d'une campagne qui déforme la perception. Alors, que veux-je dire par perception? Eh bien, regardons un instant l'affirmation des détracteurs d'Israël selon laquelle Israël ou le lobby juif déterminent en réalité les décisions politiques américaines. Ou pire, Israël oblige les États-Unis à faire ce qu'Israël veut. Répéter cette affirmation encore et encore crée une perception. Même si, pendant un instant, vous ignorez le fait que les États-Unis sont le plus grand pays du monde et la puissance la plus forte, regardez simplement la réalité. Les États-Unis sont plus de 440 fois plus grands qu'Israël en superficie totale. La population des États-Unis est plus de 34 fois supérieure à celle d'Israël. Ou bien nous pouvons voir les choses autrement. Israël représente environ seulement 0,22% de la superficie totale des États-Unis et moins de 3% de la population totale des États-Unis. Mais dans tous les cas, il est clair qu'affirmer que nous avons entraîné les États-Unis dans la guerre ou dans quoi que ce soit est absolument absurde. Une guerre est menée contre les États-Unis depuis un moment. Mais cette perception existe pour détourner l'attention du véritable problème. Blâmer Israël, un pays bien plus petit que le vôtre, c'est une diversion. Répéter l'accusation de différentes manières crée une perception que les gens retiennent. Lorsque vous visualisez une affirmation, lorsque vous la mettez en perspective, vous comprenez à quel point la perception est ridicule. Quand on met les choses en perspective, la perception évolue. Voici un autre exemple. Dire que les États-Unis financent la guerre d'Israël. Et bien sûr, la partie ajoutée selon laquelle Israël reçoit 3,8 milliards de dollars d'aide en vous prenant ainsi l'argent de vos impôts. Nous recevons effectivement de l'aide, c'est vrai. Il n'y a aucun mensonge là-dessus. Mais beaucoup d'autres pays dans le monde en reçoivent aussi. Personne n'en parle. Les États-Unis ont engagé 82,3 milliards de dollars d'aide étrangère totale dans le monde l'année dernière. Seulement 6,82 milliards de ce montant vont à Israël. Historiquement, Israël reçoit généralement environ 5% du budget annuel de l'aide étrangère américaine.
Cette part a été augmentée en 2024 à la suite d'un financement militaire supplémentaire adopté après le 7 octobre. Donc encore une fois, il est nécessaire de garder une certaine perspective sur cela. Deux choses sont importantes ici. Lorsqu'on les remet en perspective, on comprend la réalité. Dans ce graphique, par exemple, ce graphique illustre la différence de taille entre le PIB d'Israël et celui des États-Unis. L'économie d'Israël, comme nous le voyons ici, son PIB, est de 719,9 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. Mais comparez cela au PIB américain, qui est de 20 000 milliards de dollars. Ces chiffres dépassent même notre capacité de compréhension. Les 6,82 milliards de dollars que reçoit Israël représentent sans aucun doute une somme d'argent énorme, certainement pour chacun d'entre nous. Et encore une fois, nous l'apprécions énormément. Mais je n'essaie en aucun cas de minimiser cela. Le contexte est toujours important pour comprendre. Et quand on le regarde dans son contexte, cela représente environ 0,00213 du PIB américain annuel de 320 000 milliards de dollars. Maintenant, remettons cela en perspective. Je vais utiliser des sommes que nous pouvons comprendre. Si vous appliquiez le même pourcentage à 1 000 dollars, cela représenterait environ 21 centimes. Soyons généreux et disons un quart de dollar, soit 25 centimes. Donc, quand vous percevez cela, vous comprenez la réalité de la situation, à savoir que les États-Unis donnent en fait à Israël l'équivalent de 25 centimes sur une subvention. Parce que c'est à quel point l'économie américaine est forte. Est-ce que cela vous dérangerait de donner 25 centimes à quelqu'un si vous aviez 1 000 dollars? Oui, en réalité, c'est une somme énorme qui pourrait servir à d'autres choses, mais il y a un piège ici dont on ne vous parle pas toujours. N'oubliez pas qu'à la différence de tout autre bénéficiaire de l'aide américaine, Israël est obligé de dépenser ses 25 centimes aux États-Unis. Le propriétaire nous donne une pièce de 25 centimes à dépenser dans son magasin. Donc Israël ne manipule pas les États-Unis pour obtenir quoi que ce soit, et l'argent des contribuables que reçoit Israël de votre part équivaut à 25 centimes qui, en fin de compte, retournent dans votre poche. Donc, quand on voit les choses sous cet angle, on comprend l'ampleur de la tromperie qui se passe réellement. Et vous comprenez que la suffisance moralisatrice de ceux qui agitent leur indignation montre qu'ils n'ont en réalité aucune compréhension des faits, et que tout ce qui les intéresse, c'est d'utiliser cela pour renforcer la perception d'un Israël maléfique. Ils veulent vous faire croire que le problème est la guerre d'Israël, alors qu'en réalité, il se passe autre chose. Et là, nous revenons à l'autre image dont je parlais. Cette réunion en Chine est plus qu'un sommet, c'est la véritable guerre. Vous ne menez pas la guerre d'Israël, bande d'idiots. Le fait que certaines personnes y croient encore montre à quel point la tromperie a bien fonctionné. Depuis 25 ans maintenant, la Chine, les membres de son axe islamique et le réseau de mouvements politiques islamiques qui lui sont affiliés dans les pays occidentaux mènent discrètement une guerre d'un nouveau genre contre l'Occident. Ils agissent méthodiquement et patiemment. Ce n'est pas une guerre conventionnelle, mais une guerre mondiale menée à l'aide de nouveaux outils. La guerre de l'information, la pression économique, les milices supplétives, les opérations cybernétiques, l'infiltration idéologique et la manipulation des récits. Et le but est simple, convaincre les Américains que leurs ennemis ne sont pas leurs ennemis, que leurs alliés ne sont pas vraiment leurs alliés et que les menaces qui les visent sont le problème de quelqu'un d'autre. Eux, les Chinois et l'Islam, ont chacun leur raison, mais leur ennemi est le même, l'Occident, les États-Unis et tous leurs alliés. Pendant des années, ils ont affaibli le pouvoir américain pendant que les Américains étaient distraits par des produits et divertissements bon marché et des politiciens complaisants. La Chine avait raison sur un point, vous ne le verriez pas. La manière dont ils font la guerre ne correspond pas aux récits, films ou séries sur les guerres mondiales qui nous ont bercés. Ce n'est peut-être pas comme nous imaginons les guerres, mais l'objectif reste le même, la domination mondiale. Et ils étaient très proches, jusqu'à ce que Trump perturbe la trajectoire. Ils l'ont tout de suite reconnu comme une menace et ont réagi avec les outils élaborés depuis des décennies. Guerre psychologique, manipulation du récit et infiltration idéologique. Des années d'investissement dans les universités occidentales, les grilles d'analyse marxistes, les filières d'activistes, tout cela s'est soudainement activé. Institutions médiatiques guidées par l'idéologie marxiste, réseaux sociaux sous influence d'argent étranger. Des influenceurs et figures culturelles répètent des slogans qu'ils ne comprennent pas.
Tout cela affaiblit la détermination de l'Occident et aveugle le public quant aux enjeux. Vos écoles endoctrinent la jeunesse et les gardiens de la culture renforcent le discours. Et un bon scénario a toujours besoin d'un méchant. Et qui de mieux pour jouer le rôle du méchant que, devinez qui? J'y reviendrai dans un instant. La réunion en Chine évoque les événements de l'an dernier. En observant les actions de Trump depuis le 28 février de cette année, on constate clarté et cohérence. Vous voyez une boussole stratégique orientée vers l'axe réel du pouvoir. L'Iran est une arène centrale, non seulement à cause de ses propres ambitions et pas seulement à cause d'Israël, mais à cause du rôle qu'il joue dans le système plus vaste que la Chine est en train de construire. L'Iran devait être la puissance au Moyen-Orient perturbant les alliés et l'influence des États-Unis dans la région. Le blocus maritime imposé par Donald Trump à l'Iran vise plus qu'à faire pression sur Téhéran. C'est un levier direct contre la Chine qui dépend fortement de l'énergie iranienne. Et c'est aussi un message adressé à Pékin concernant sa vulnérabilité et sur ce que les États-Unis peuvent faire à l'économie chinoise sans même tirer un seul coup de feu. C'est la véritable guerre, celle qui est menée contre la position de l'Occident dans le monde. Cette guerre est économique, idéologique, psychologique et stratégique. Prétendre que c'est la guerre d'Israël n'est qu'un mensonge de plus dans une longue série de mensonges visant à cacher aux Américains que la véritable cible, c'est eux. Le sommet Trump-Xi n'est pas une réunion diplomatique polie, c'est la collision frontale entre deux visions du monde. L'objectif de Trump est simple, empêcher les consommateurs américains de financer l'ascension de la Chine et renverser l'équilibre mondial du pouvoir en faveur des États-Unis. Contrairement aux précédentes administrations, Trump voit la faiblesse économique de la Chine comme une opportunité. Une faiblesse qu'il a lui-même accentuée par ses mesures depuis son retour au pouvoir. Il arrive avec la menace de droits de douane massifs, sachant que Pékin a bien plus besoin du marché américain que l'Amérique n'a besoin des produits chinois. La Chine soutient l'économie iranienne par ses achats massifs de pétrole et la frappe américaine contre les infrastructures énergétiques iraniennes a directement touché un intérêt vital de la Chine. Pékin comprend désormais que les États-Unis sont prêts à recourir à la force pour défendre leurs intérêts, un élément dissuasif clé face à tout projet sur Taïwan. Le sommet fera aussi pression pour arrêter le transfert d'innovation américaine vers l'armée chinoise. Au cœur de tout cela se trouve la doctrine de Donald Trump, la paix par la puissance. La guerre avec l'Iran a montré à la Chine que les États-Unis n'ont plus peur d'affronter directement les relais de Pékin. Donald Trump tentera de profiter du ralentissement économique chinois pour forcer un grand accord, obtenir d'importantes concessions économiques et imposer de la retenue vis-à-vis de la Russie et de l'Iran. Parce qu'au final, l'Iran n'est qu'un pion. Le véritable objectif est d'arrêter l'ambition de Xi de faire de la Chine la superpuissance dominante du monde. La Chine fait désormais face à des États-Unis déterminés et concentrés. Cela les a pris au dépourvu. Ils ont déployé d'énormes efforts et, avec les investissements islamiques, une somme d'argent colossale pour endormir la vigilance de l'Occident face aux dangers et abêtir les sociétés occidentales, en particulier les intellectuels et les élites. Ils oublient, semble-t-il, que même si certains Américains peuvent partager certaines attitudes, ou devrais-je dire, certains Américains peuvent partager les attitudes défaitistes et lâches des Européens, le pays lui-même, les États-Unis, est né de personnes qui en avaient assez de l'Europe. Et cet esprit perdure encore aujourd'hui. Une nouvelle ère de domination américaine est en train de s'imposer, et maintenant, parallèlement, un nouveau Moyen-Orient est en train d'émerger. Et c'est dans ce monde que nous vivons. Une guerre mondiale menée sans déclaration, sans ligne de front et sans uniforme, mais avec des récits portés par des intermédiaires et une indignation fabriquée dans vos rues. Et la première étape pour s'en défendre, c'est de reconnaître le schéma. Si quelqu'un vous tire dessus, vous agresse, vous savez qu'il est l'ennemi. Vous devez vous défendre et éliminer la menace. Mais s'ils commencent à bâtir des mensonges, à remettre en cause la vérité évidente, en affirmant que l'idéologie derrière leur volonté de vous détruire n'est pas celle que vous imaginez, qu'ils ne sont pas tous comme ça, que votre société est en réalité le problème et la cause, que toute critique à leur égard est en fait du racisme, alors qu'ils sont soutenus par vos médias qu'ils financent et des intellectuels qu'ils financent, remettant en question ce que vous savez juste. Prêchant constamment et sapant les valeurs qui ont maintenu votre société unie et détournant votre attention vers d'autres menaces imaginaires, il est difficile de se lever et de les défier. Et c'est ce qui se passe.
En quittant les images, et dans le contexte de tout ce que je viens de vous montrer, je veux aborder l'attaque contre Israël et le peuple juif qui se déroule actuellement en Occident. Le méchant du récit qu'ils ont créé. La manipulation de la perception devrait nous inquiéter, car ils savent qu'ils peuvent agir sans conséquence. Parce que dans le climat actuel, tout, absolument tout ce qui présente Israël comme monstrueux sera cru instantanément. Aucune question ni vérification requise. Sans hésitation, juste une indignation pure et sans filtre sur commande. C'est une nouvelle forme de haine des Juifs déguisée en préoccupation humanitaire. Les Juifs ont été redépeints selon un schéma idéologique classique et déshumanisant, de manière typiquement marxiste, financé par les islamistes dans la culture ainsi que dans les médias. Comme les colonisateurs blancs, des conquérants ethniquement supérieurs, dont les actes d'autodéfense sont considérés comme illégitimes et génocidaires. Leur excuse pour l'indignation et la colère vertueuse est ce qu'ils affirment être un génocide qu'Israël commet actuellement à Gaza. Mais ce récit circulait déjà bien avant le 7 octobre. L'accusation de génocide dans le contexte de Gaza est apparue pour la première fois en 2014 lors de l'opération Bordure protectrice. Et puis, à nouveau, il y a tout juste 5 ans cette semaine, elle a refait surface lors de l'opération Bouclier défensif, lorsque des Arabes en Israël se sont livrés à la violence dans les rues ici et que le Hamas les a soutenus en tirant des milliers de missiles contre Israël. Dans les deux cas, le Hamas a attaqué Israël et le moyen de limiter la réponse d'Israël a été d'agiter l'accusation de génocide afin de faire pression sur Israël par la communauté internationale. Et cela a été crié une fois de plus, de façon incroyable, le 8 octobre, juste un jour après le massacre qu'ils ont commis. Alors même qu'Israël était encore engagé dans la bataille contre le Hamas, qui avait envahi des zones civiles israéliennes et mené une annihilation systématique de tous les citoyens israéliens. Avant même qu'une seule action ne soit menée à l'intérieur de Gaza, ils brandissaient à nouveau le terme de génocide. Cela alors que les actes terroristes contre Israël sont qualifiés de résistance. Ce qui avait commencé il y a des années comme des appels aux droits des Arabes à l'autodétermination, puis comme des demandes adressées aux Juifs de reconnaître un compromis en cédant des terres pour la paix, est devenu une justification non seulement du refus du droit des Juifs à l'autodétermination, mais aussi des appels ouverts à l'anéantissement de l'État juif. C'est en réalité une stratégie d'une grande intelligence, car les Juifs sont la cible la plus facile. Je sais que beaucoup d'imbéciles en Occident se pensent héroïques, défient, agitent des drapeaux et publient des déclarations. Je veux les voir agir ainsi contre les Noirs aujourd'hui ou écrire sur Mahomet. On verra leur vrai courage. Les Juifs fournissent le carburant émotionnel nécessaire pour exciter les masses. Et cela justifie la création d'organisations politiques, l'afflux de fonds étrangers, la mobilisation des militants, les manifestations de rue, la radicalisation, la violence. Alors que tout le monde se concentre sur Israël, ces mêmes mouvements appellent soudainement à mondialiser l'intifada, à transformer un conflit régional en un soulèvement idéologique mondial. Et cela crée de l'instabilité dans tout l'Occident, aux États-Unis et chez leurs alliés. Interdits dans plusieurs pays du Moyen-Orient où ils sont jugés menaçants, les frères musulmans opèrent librement en Occident sous de nouveaux noms et une nouvelle image. Aux États-Unis, des groupes comme le CAIR se présentent comme défenseurs des droits civiques, tout en détournant l'attention de leur réseau vers l'AIPAC. Comme si le vrai danger venait de la participation politique juive et non de l'invasion d'organisations religieuses étrangères et radicales aux États-Unis. L'effort contre Israël n'est pas simplement une critique innocente de ses politiques. Le but est de nier notre droit d'exister, de l'exclure de la communauté des nations et de transformer Israël en un État paria. Un pays qui doit être isolé, puni, exclu du débat légitime. Pour beaucoup de ceux qui diffusent ces accusations, le but n'est pas de sauver des vies palestiniennes, c'est de détruire l'État juif et la perpétuation constante du mensonge. D'article en article, tout comme dans le New York Times cette semaine, ils décernent des prix et célèbrent même les menteurs. Quand un média soi-disant respecté agit ainsi, pourquoi s'étonner que des influenceurs ou des gens ordinaires fassent pareil, vidéo après vidéo, publication après publication sur les réseaux sociaux? Parfois inventées, comme cette affirmation.
Ce petit enfant a été brûlé vif la nuit dernière par une roquette israélienne qui a touché sa voiture dans le sud du Liban. Assis à l'arrière avec son père au volant, ce garçon aux yeux verts et cheveux blonds, dans le sud du Liban, a été touché par une roquette financée par les Américains ou Européens. Et ensuite, tous les deux, y compris cet enfant, ont été brûlés vifs. Cela n'est jamais arrivé. Le garçon utilisé pour susciter l'émotion, c'est ce garçon. Peter Conley, BBP, comme certains s'en souviennent peut-être, a été assassiné en Angleterre en 2007 par ses parents. À quel point ces personnes doivent-elles être méprisables? Quand ils n'utilisent pas l'IA pour inventer des accusations, ils s'approprient en fait d'autres tragédies et montent une fausse accusation qu'ils propagent avec malveillance juste pour salir Israël. Ce sont les calomnies de sang modernes. Ces haineux, ignobles et dérangés sévissent sans retenue sur les réseaux sociaux. Il y a toujours une excuse, toujours une justification, toujours une nouvelle histoire pour envelopper la même vieille haine. Les Juifs étaient attaqués bien avant qu'Israël existe, bien avant que quelqu'un n'invente le mot Palestine, bien avant qu'il n'y ait un conflit à montrer du doigt. Nous avons été agressés pour avoir tué leur Messie, agressés pour avoir ignoré leur prophète, agressés à cause de la peste noire, agressés pour être trop différents, agressés pour trop bien nous assimiler, agressés pour être trop visibles, agressés pour être trop invisibles, agressés pour travailler à certains emplois, agressés pour refuser de porter certains fardeaux, agressés pour exister. Maintenant, nous sommes agressés parce que nous refusons de nous soumettre, parce que nous nous défendons et survivons. Alors, quand les gens disent que c'est compliqué ou qu'il faut comprendre le contexte ou que ça n'a pas commencé le 7 octobre, je suis d'accord. Ça n'a pas commencé le 7 octobre, ça n'a pas commencé en 48. Ça n'a même pas commencé au 20e siècle. Ça a commencé dès que les Juifs ont commencé à exister en tant que peuple. Passons aux événements au Moyen-Orient. Vous ne serez sûrement pas étonnés par ce qui se passe en Syrie et dont, encore une fois, on ne parle pas. Le docteur Eddie Cohen, expert israélien du Moyen-Orient né au Liban, s'inquiète de la situation actuelle en Syrie. La Syrie, écrit-il, est un pays qui traverse une transition nationaliste islamiste, plus stable en termes de sécurité, mais sans liberté individuelle, sans liberté religieuse, et avec un grave danger pour les communautés minoritaires. La Syrie, dit-il, est effectivement devenue un État à une seule confession, une seule religion, dominé par des groupes sunnites arabes. Le départ d'Assad n'a pas soulagé le peuple syrien, l'État islamique ayant pris le contrôle. Au début, des dirigeants comme Al-Joulani et les factions qui ont renversé Assad ont essayé de se présenter comme islamiques, mais non extrémistes, offrant une alternative à Assad et aux groupes rebelles modérés. Mais la réalité qui a émergé est bien plus radicale. La Syrie connaît actuellement un bouleversement majeur, non seulement à cause des massacres contre les Alaouites qui ont eu lieu en mars 2025 ou contre les communautés druzes l'année précédente, mais aussi en raison d'une profonde transformation sociale. Un pays laïque depuis plus de 60 ans sous les Assad devient un État islamiste à la manière des talibans. Les indicateurs, dit-il, incluent la ségrégation des sexes dans les écoles, les restrictions sur la vente d'alcool et, plus préoccupant encore, un système éducatif fondé sur l'incitation à la haine contre les minorités, les Juifs et l'Occident. Le docteur Cohen avertit que des générations entières sont désormais élevées en Syrie sous une idéologie influencée par l'État islamique, similaire à celle du Hamas, mais à une échelle bien plus grande, juste à la frontière nord d'Israël. La Syrie suit le chemin de l'Afghanistan, subissant une islamisation rapide depuis la chute du régime laïque. La nouvelle constitution place toutes les institutions autrefois laïques sous la loi islamique. Dans de nombreuses régions, les tribunaux laïques ont été remplacés par des tribunaux de la charia. Pour Israël, cela signifie qu'une nouvelle génération grandit avec de l'hostilité envers Israël, une forte identification avec les Palestiniens et un endoctrinement de la part des autorités alignées sur Daesh sur la manière de cibler les Juifs et les minorités, en particulier les Druzes et les Alaouites. Je cite l'article du Dr Cohen parce que personne en Europe n'appelle au boycott de la Syrie. Personne ne sanctionne le régime de Daesh en Syrie. Mais l'Union européenne a imposé cette semaine des sanctions contre les Juifs en Judée et Samarie, non pas pour des actes de violence ou de persécution, mais simplement parce qu'ils souhaitent s'installer dans une région qui faisait partie de notre patrie ancestrale. Aujourd'hui en Israël, nous célébrons Yom Yerushalayim, la journée de Jérusalem. Et je conclurai par ceci. Le jour où, selon le calendrier hébraïque, Jérusalem a été libérée après 2000 ans pendant la guerre des 6 jours. C'était le jour où ce passage de la Bible, Zacharie 8, cette prophétie vieille de plus de 2500 ans, s'est accompli.
Et je cite, « Voici ce que dit le Seigneur, je reviendrai à Sion et j'habiterai à Jérusalem. Alors Jérusalem sera appelée la ville fidèle, et la montagne du Seigneur Tout-Puissant sera appelée la montagne sainte. Voici ce que dit le Seigneur Tout-Puissant. De nouveau, des hommes et des femmes d'un âge avancé s'assiéront dans les rues de Jérusalem, chacun avec une canne à la main à cause de leur grand âge. Les rues de la ville seront remplies de garçons et de filles qui y joueront. » Et en effet, cela se produit. Quand nous parlons du sionisme, c'est de cela qu'il s'agit, le retour à Jérusalem, comme cela avait été prophétisé. Nous avons déjà vécu de telles situations depuis des générations, sans jamais perdre la conviction de revenir un jour à Jérusalem. Ma famille partageait ce rêve, des sionistes désirant retourner sur la terre d'Israël. Mon grand-père, Daniel ben Machia Golel, oui, le fils de Machia, est né et a grandi en Afghanistan. Ma famille y a vécu pendant plus de 1000 ans, mais ils n'ont jamais abandonné le rêve de revenir en terre d'Israël. Mon grand-père, encore en Afghanistan il y a plus de 100 ans, a entendu dire que le rêve de retour devenait réalité, que le sionisme, comme on l'appelait dans le monde entier, était pour nous le rêve du retour. Et il a appelé ses compatriotes afghans à revenir en terre d'Israël, à Jérusalem. Et il a fait cela en 1921. Lui et mon arrière-grand-père, ils ont déménagé à Jérusalem et ils ont construit une maison à Jérusalem. Ma mère est née dans la vieille ville de Jérusalem, tout comme le voulait leur rêve. Et des années plus tard, je suis venu ici après ma mère, qui a rencontré mon père et l'a épousé. Nous avons vécu quelques années aux États-Unis, puis elle nous a ramenés ici. Et j'ai moi-même le privilège non seulement de vivre à Jérusalem, mais aussi d'avoir mes enfants qui sont nés à Jérusalem, des Jérusalémites de 3e génération. Comme je l'ai dit, c'est l'anniversaire de la guerre des 6 jours cette semaine. Cette semaine-là, Israël a restauré ses droits sur la terre d'Israël, la Judée et la Samarie. Et mon cousin, Rami Golel, qui est maintenant décédé, il était parachutiste. Cette génération de parachutistes qui a libéré Jérusalem. Nous avons eu le privilège qu'il fasse partie de cette génération juive qui a libéré Jérusalem. Et après lui, moi-même et maintenant mon fils avons aussi été parachutistes dans les FDI, les Forces de défense d'Israël, l'armée du peuple juif, une armée que nous n'avons pas eue pendant 20 siècles. Maintenant, nous sommes de retour ici. Contrairement à 2000 ans d'histoire juive, nous vivons aujourd'hui ce rêve et pouvons nous lever pour le défendre. Parce que le peuple éternel n'a pas peur du long chemin. Amanetzach lomifachid midirich auka. Je suis Daniel Siman. Rejoignez-moi à nouveau la semaine prochaine dans Straight Up depuis les studios TV de JNS ici, au cœur de Jérusalem, en Israël.